En manchette ce soir, lendemain difficile pour la Sarre. Une partie du centre-ville est réduite en cendres. C'est 4 bâtiments qui sont démolis là, presque entièrement. Donc, un triste spectacle. L'été est de bon augure pour les récoltes. Le retard de l'année passée, là, pour ma part, il a été, on pense qu'il est quand même bien comblé. Là. Et le Français Élan de la Ronde, grand gagnant du Tour de l'Abitibi-Glencore. Ils m'ont fait confiance, toute l'équipe a fait un super boulot toute la semaine et ça s'est concrétisé, donc c'est super cool. Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA de 18h. C'est un lendemain difficile pour la Sarre puisqu'un violent incendie a ravagé 4 immeubles la nuit dernière sur la rue principale. Le restaurant Léo Pizza, le cinéma, un salon de coiffure ainsi que plusieurs appartements sont une perte totale. Sophie Mediavilla-Rivard. Ça me brise le cœur de voir ça. C'est la consternation à la Sarre alors que le restaurant Léo Pizza, le cinéma ainsi que 15 logements ont été emportés par les flammes. Il s'agit du deuxième incendie d'importance en l'espace de quelques mois dans la localité. En mai, le restaurant Chez Vardy et le magasin électronique Amisson avaient été détruits. Les citoyens que j'ai rencontrés là, sentent c'est une partie de l'histoire de la ville de la Sarre. C'est des bâtiments centenaires qui sont ici sur la rue principale. Fait que tout le monde se désole parce que tantôt, il y avait une dame qui me disait « J'ai vécu mon enfance ici, là, près du cinéma de la Sarre. » Fait que c'est vraiment une tragédie. Puis les flammes hier, c'était d'une rare intensité, là, assez incroyable. Une chance que Miss Météo était sur notre côté parce que s'il a fallu qu'ils ventent comme les fins de semaine passées, je crois qu'on perdait notre rue principale. L'intervention du service incendie a débuté un peu avant 21h hier et a duré une douzaine d'heures. 45 pompiers de la Sarre, Sainte-Hélène-de-Manchebourg, Macamic et Dupuis ont combattu l'incendie. Et pour l'instant, les éléments de l'enquête ne mènent pas à une cause criminelle. Quand on est arrivé, c'était un brasier qui était déjà intense à l'intérieur d'un bâtiment. Aussitôt qu'on faisait un gain, on avait l'impression qu'on refaisait un pas de recul parce que là, il se propageait dans un autre secteur. Puis, donc, ça a été ça là, une bonne partie de la nuit là, jusqu'à même très tôt ce matin. Là, on avait fait venir de la machinerie pour démolir les bâtiments puis essayer de s'aider dans l'extinction pour éviter la propagation. Donc, au fur et à mesure, on s'en allait puis on a démoli. Donc, aujourd'hui, c'est 4 bâtiments qui sont démolis là, presque entièrement. Là. Donc, un triste spectacle. L'événement crée une onde de choc dans la communauté. Les personnes qui perdent leur logement, c'est très, très, très désolant. C'est tout un choc de voir ça ce matin, c'est sûr. Je me mets à la place de tous ceux qui vivaient là et justement des commerces qui étaient là. Et c'est vraiment triste. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je suis caissière au cinéma La Sarre. C'était vraiment quelque chose parce que moi, j'adore travailler là. J'ai comme remarqué qu'il y avait beaucoup de boucanes. La lampe de feu, elle avait parti. Fait que j'ai décidé d'aller voir par derrière et il y a un monsieur qui me dit de partir, d'évacuer tout le monde, de m'en aller, fermer les lumières, fermer les portes. Une équipe des travaux publics de la ville de la Sarre s'affaire depuis ce matin à nettoyer les environs, assister des pompiers pour éviter toute reprise d'incendie et le maire affirme que son administration va tout faire pour que les entrepreneurs reconstruisent et pour relocaliser les résidents qui ont tout perdu. Sophie Mediavilla-Rivard, RNC Nouvelles, à la Sarre. Le service incendie de la ville de Val-d'Or a procédé à un sauvetage nautique sur le lac de Montigny hier vers les alentours de 12h30. Une embarcation était échouée sur un rocher avec 7 personnes à bord. Personne n'a été blessé dans l'incident et les 7 personnes ont été transportées sur la rive en sécurité. En agriculture maintenant, après une année 2023 désastreuse pour les récoltes, le vent semble avoir tourné dans la bonne direction pour les producteurs de bétail. Le beau temps a fait renaître l'espoir dans les champs. Les explications d'Anthony Dallaire. Le pire semble passer pour les éleveurs de bétail de la région. Après un été 2023 très sec, l'heure est au surplus dans les champs. Nous, ici à la ferme, on remplit un silo autour de 750 tonnes métriques. Dans le silage, là, cette année, il est full, il est plein. Après ça, on a réussi à faire 600 balles rondes de foin, alors que l'année passée, on a réussi à remplir notre silo, mais on a juste fait 100 balles de foin. 80 000 $, c'est la perte approximative évaluée l'été dernier en valeur fourragère par Camille Allen, une productrice laitière de Rouyn-Noranda. Bien qu'il soit trop tôt pour donner un chiffre exact sur les gains de cette année, elle salue la météo clémente des dernières semaines qui lui permettent de relâcher la pression. On a de la pluie, on a de la chaleur. Fait que aussitôt qu'on coupe le foin est porté à tout de suite
commencer sa croissance pour la prochaine coupe. Vous les voyez, ces grands champs verts autour de moi. Eh bien, les agriculteurs touchent du bois pour les conserver, puisqu'il faut savoir, la saison n'est pas terminée et qu'ils sont encore à la merci de Dame Nature. Dans le coin de la Sarre, là, il y a encore des séquelles de l'an passé parce que le déficit hydrique était tellement fort. Puis je sais qu'il y a un secteur aussi, dans le sud du Témiscamingue, qui a eu quand même beaucoup de sécheresse, là, c'est l'an passé. Là. Fait que ces deux secteurs-là sont peut-être plus problématiques, là. Tu sais, de reprendre quand même qu'il y a eu de la pluie, là. Il faut idéalement 3 jours de beau temps pour 1 jour de pluie afin d'assurer une bonne qualité de foin. Cette année, il y a beaucoup de pluie. Fait que ceux qui font du foin sec, c'est extrêmement difficile parce que ça prend une grande période de temps sans pluie. Camille Allen avoue avoir appris de la saison dernière. Elle avance également qu'un changement dans les pratiques sera nécessaire pour éviter d'éventuels scénarios catastrophes. Pour les prochaines années, je vais attendre au moins après la deuxième coupe avant de vendre mes surplus. Puis on a aussi des méthodes culturelles. On pourrait semer des plantes plus adaptées aux sécheresses. Bien que satisfaits de leur première coupe de foin, les agriculteurs s'accordent pour dire que c'est la deuxième coupe de foin prévue à la mi-août qui sera décisive pour la suite des choses. Anthony Dallaire, RFI Nouvelles, Rwanda. Dans le dossier de la protection du caribou, la députée d'Abitibi, Baie James, Nunavik EU, Sylvie Bérubé, est allée aujourd'hui d'une sortie où elle affirme clairement son désaccord quant au futur décret fédéral sur la gestion du caribou. Et Félix, qu'est-ce qu'elle dénonce exactement? Eh bien, Mélissa, ce qu'elle dénonce principalement, c'est que les parties prenantes n'ont pas été consultées, donc le gouvernement du Québec, les communautés autochtones et les compagnies forestières. Et justement, il est là le nerf de la guerre pour elle, parce qu'elle tient énormément, elle s'inquiète en fait du secteur forestier sur son territoire. Je le rappelle, le décret fédéral tel que proposé présentement soustrairait environ 1,4 million de mètres cubes de bois par année du prélèvement possible pour l'industrie forestière. Et avec la crise forestière que l'on connaît présentement, Mélissa, même ici en Abitibi-Témiscamingue, avec les fermetures des derniers temps, eh bien, Mme Bérubé, oui, demande à M. Stephen Guilbeault, le ministre de l'Environnement, de revisiter sérieusement sa proposition. Des pertes d'emplois, des villes ou des villages qui peuvent cesser. Vous savez, dans mon cas, à Comtois, le Besquivillon, il y a une fermeture. Bon, mais au niveau de le Besquivillon, il y a plusieurs gens qui sont partis de la ville, plusieurs familles qui sont parties à l'extérieur. Imaginez-vous si on ferme des entreprises forestières, exemple à Chantier Chibougamau, qui est gigantesque à Chibougamau, ou ailleurs, ou dans les filiales qu'il y a un peu partout dans la région. Imaginez-vous la catastrophe au niveau des emplois. Et justement, Félix, qu'est-ce qui répond le ministre Guilbeault à ce sujet? Eh bien, Mélissa, sa position est ferme quant justement au décret fédéral sur la protection du caribou et aux inquiétudes soulevées par Mme Bérubé. Il nous a fait parvenir une déclaration cet après-midi. Je cite, il dit « Le Bloc québécois ne voit que l'arbre et le manque de forêt. Cela fait 10 ans que le gouvernement fédéral fait confiance aux paroles du gouvernement du Québec et il n'a pas réussi à présenter un plan pour protéger et rétablir le caribou au Québec. » Et il continue un peu plus loin en ajoutant « La porte est ouverte pour que le gouvernement du Québec dépose enfin son propre plan. D'ici là, j'ai la responsabilité légale de protéger les espèces menacées d'extinction. » Donc, c'était une partie, un extrait de la déclaration que nous a fait parvenir le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, cet après-midi. Et Mélissa, je le rappelle que les zones concernées par le décret fédéral sont Val-d'Or, la Côte-Nord et le lac Saint-Jean. Et j'aimerais continuer aussi en disant que présentement, les coupes forestières touchent environ 11 des 13 populations de caribous au Québec et les poussent vers l'extinction, comme nous apprenait une étude scientifique publiée par MDPI, publiée à la fin de 2023. Merci, Félix. Je vous en prie. Sur un autre sujet, la boucherie Desprats fermera sa boutique de Rouyn-Noranda le 24 août prochain. Dans une publication sur Facebook, les propriétaires expliquent que la distance entre la ferme située à Rémini et la boucherie de Rouyn-Noranda est devenue énergivore, notamment sur le plan familial. Un point de chute sera donc maintenu à la Semence dans le Vieux-Noranda. Et quant aux clients d'Amos, Val-d'Or et du Témiscamingue, les points de chute seront maintenus aux 6 semaines.
Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, trouvez-vous que les produits locaux sont assez accessibles, proches de chez vous? Vous avez répondu non à 52%. On revient sur l'affaire de Sandra Godet, puisqu'une preuve formelle d'alibi aurait dû disculper formellement les deux accusés condamnés puis emprisonnés pendant 10 et 16 ans pour le meurtre de la jeune adolescente de 14 ans, il y a de ça 34 ans. C'est du moins ce que pense le beau-frère de Billy Taillefer, qui est l'un des co-accusés. Selon lui, il a été prouvé par des témoins clés lors de la première enquête et même dévoilé à la commission Poitras, l'enquête publique sur cette affaire, que les accusés n'étaient pas à Val-d'Or, mais bien à Sainte-Terre quand le crime est survenu. Et on rappelle que Hugues Duguay et Billy Taillefer ont été blanchis plus tard. Ailleurs au Canada, il y en a eu des commissions d'enquête publique sur des erreurs judiciaires. Au Manitoba, David Milgard, en Ontario, Guy-Paul Morin, au Nouveau-Brunswick, Donald Marshall. Mais au Canada anglais, eux autres, ils sont intervenus. Nous, ici, on a un gouvernement du Québec qui crée une commission d'enquête publique sur les ajustements de sa police. Puis quand celle-ci déterre un cas, que fait le politique, on étouffe ça. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Après la pause, on va parler de Louise Lavictoire, une artiste multidisciplinaire qui œuvre dans la région. Elle a reçu l'appui du Conseil des arts du Canada. On vous dit le tout dans un instant. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. La localité de Radisson célèbre son 50e anniversaire du 26 juillet au 3 août. Les festivités promettent un temps de retrouvailles et une semaine de découverte des archives et témoignages de la vie à Radisson. Des activités familiales et artistiques sont prévues en plus de la présentation des travaux de LG2 et le dévoilement d'un film tourné localement. Le tout se termine par une soirée dansante inspirée des années 80. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est offerte par la troupe à cœur ouvert qui vous présente cet été Dernier embarquement au paradis. Justine, une artiste de la région, a reçu une bourse pour diffuser son projet. C'est Louise Lavictoire, qui est une artiste multidisciplinaire qui œuvre dans la région. Elle a reçu l'appui du Conseil des arts du Canada pour la diffusion de sa création Regard, qui réunit le théâtre, le cinéma et la création numérique. C'est une somme de 37 000 $ qui lui a été accordée et elle est très reconnaissante de ce montant et elle nous explique aussi c'est quoi Regard. Oh, c'est un grand soulagement, je dirais, parce que j'avais déposé une demande au Conseil des arts et des lettres du Québec pour la diffusion et cette bourse m'a été refusée. Donc là, l'ayant obtenue du Conseil des arts du Canada, c'est une réjouissance totale parce que ça va me permettre de montrer le fruit de mon travail, de notre travail. En gros, c'est la prémisse du départ, c'est le regard de l'enfant face aux faits marquants du dernier siècle. Et l'enfant s'est transformé plus ou moins en une étudiante en création numérique qui est début vingtaine et qui, avec un collègue, décide de faire des capsules où il transforme le passé pour donner de l'espoir aux générations futures. 5 représentations vont avoir lieu du 11 au 17 octobre prochain, juste derrière moi, là, au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. De nombreux artistes de la région vont contribuer à la réalisation du spectacle, dont la conceptrice d'éclairage Annie Bélanger et le scénographe Raymond Marius Boucher. C'était super important pour Louise d'avoir des artistes de la région avec elle dans ce projet-là. Pour moi, c'est essentiel. J'habite maintenant l'Abitibi-Témiscamingue depuis 1997. J'étais à Paris pendant 12 ans. Et j'ai décidé de revenir dans ma région d'origine, l'Abitibi-Témiscamingue. Et pour moi, c'est essentiel si on veut garder la main-d'œuvre ici, si on veut même attirer éventuellement des artistes qui sont partis à l'extérieur faire leurs cours,
puis qui bien souvent travaillent dans des restos ou en fait qui n'ont pas toujours l'opportunité de travailler dans leur domaine. Je pense que c'est essentiel de leur donner une chance puis de les faire travailler, leur donner une belle expérience ici. Bien, j'espère qu'il va y avoir un maximum de spectateurs. C'est sûr que c'est pas une production qui est forcément, disons, je dirais pas que c'est pas accessible, mais ça sort de l'ordinaire. C'est une production je pense qu'on n'a jamais vu ce genre de production-là en Abitibi-Témiscamingue, qui allie le théâtre, le cinéma, la création numérique. Donc, il y a un aspect éducatif aussi dans ça. C'est pour ça qu'on offre 2 matinées scolaires pour justement faire un peu d'éducation artistique ou théâtrale auprès des adolescents. Pour terminer, la programmation gratuite de Cisco en lumière est sortie. Vous pourrez assister au spectacle de Saint James de Vendoux d'Éléonore Lagacé et Joseph Edgar sur la scène du quartier centre de la rue Piétonnière. Il y aura aussi tous les jours un enregistrement en direct du Appropriation culturelle podcast. Je vous rappelle là, que tous ces spectacles-là sont gratuits. Vous n'avez pas besoin d'avoir de billets pour le festival de Cisco en lumière qui a lieu sur la presqu'île. Pour assister à ce spectacle-là, ça va se passer pendant la fin de semaine de Cisco en lumière, mais dans le quartier centre de la rue piétonne de Rouyn-Noranda. Dans quelques minutes, on va parler de la 3e édition de Mission Arikana. 18 athlètes de la région nageront 78 km sur la rivière Arikana entre Val-d'Or et Amos demain et mercredi. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. C'est hier que s'est conclue la 54e édition du Tour de l'Abitibi-Glencore et c'est Élan de la Ronde qui a remporté cette édition 2024. Le Français aura survolé la compétition tout au long de la semaine. Résumé d'Alexis Dumont. De la première à la dernière étape, Élan de la Ronde aura connu une semaine de rêve en sol abitibien. Après s'être installé en tête mardi avec une victoire lors de la première étape, le Français n'aura jamais regardé derrière par la suite. Forcément super content. Dès lundi avoir le maillot, je savais que ça allait être compliqué parce que l'équipe allait devoir le défendre toute la semaine. On allait devoir assumer d'être le leader du classement général. Mais on est resté soudés, on a bien couru, tout le monde était solidaire, ils ont fait un super boulot. Durant la semaine, Élan de la Ronde aura signé 3 victoires d'étape, sera monté 4 fois sur le podium et il aura été en mesure de conserver le maillot brun tout au long de la semaine. Mais ses succès sont également dus à un excellent travail d'équipe. Ils m'ont fait confiance, toute l'équipe a fait un super boulot toute la semaine et ça s'est concrétisé. Après, bien sûr, il a fallu par moments protéger son maillot, c'est-à-dire aller dans les échappées, bloquer un petit peu les tentatives d'échapper et puis aussi notamment le protéger en cas de pépin mécanique. Donc les coureurs ont bien travaillé autour de lui. Bien sûr, il y a eu quelques ajustements à faire, mais ça a été vraiment un très beau travail. Derrière Élan de la Ronde, le Néo-Zélandais Oliver Scott a lui aussi connu un beau parcours. Après une victoire mercredi lors de la 2e étape, le cycliste de North Star Development Racing aura été en mesure de consolider sa 2e place avec une excellente course dimanche. It was a hard day out there. I think everyone had pretty bad legs and were just tired from the whole week. And we came into the circuit and I was planning on going off the front, but Alain from France went off the front and I bridged across to him and we were gone. We both pulled so hard and he's so strong and yeah, massive thanks to him for working so well with me. Notons lors de cette dernière étape le bel esprit sportif du Néo-Zélandais. Alors que les 2 meneurs au classement général avaient 3 minutes d'avance lors de cette dernière étape, Oliver Scott a volontairement laissé la victoire à Élan de la Ronde dans le but de souligner la domination du Français. He's one of the top French riders in the time trial, so I knew that he'd be strong in the TT. So massive congratulations to him on the win. Et mentionnons également la grande performance de Ben Morin durant cette semaine. Le jeune homme aura remporté le maillot bleu de meilleur athlète de première année junior, en plus de terminer 3e au classement général parmi les 88 cyclistes présents. Le Tour de l'Abitibi sera de retour l'an prochain pour une 55e édition, alors que Val-d'Or sera de nouveau la ville hôtesse. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Et d'ailleurs, Alexis Dumont a aussi été rencontrer la présidente du Tour de l'Abitibi pour dresser un bilan de cette édition 2024.
On a eu une grosse semaine, mais mon comité organisateur a été tellement structuré, organisé. Aucune embûche. C'est sûr qu'il y a des petites choses là, où est-ce qu'on doit régler à la dernière minute, là, mais je dois dire qu'on a été très fluide, bien organisé. Puis, tu sais, le message qu'on entend, c'est qu'on est un événement de haute qualité, bien organisé, puis on est une ville très accueillante. Est-ce qu'il y a des aspects qu'on veut peut-être corriger? Bien, premièrement, je ne vous cacherai pas l'élément de l'immigration au Canada, là, où est-ce qu'on a eu beaucoup de difficultés. Là. On s'est pris d'avance. Dès janvier, on a commencé à inscrire notre événement Immigration Canada. Mais malgré tout ça, on a quand même 10 équipes qui s'étaient inscrites à Immigration Canada. Puis on a été capable d'en faire venir 3. On s'entend sur ceux qui nécessitent un visa. Puis il y en a quand même 6 qui n'ont pas pu venir à notre événement. Fait que là, on va regarder, voir qu'est-ce qu'on peut faire, puis on va se repréparer d'avance. Puis nos rencontres vont être vraiment intenses avec Immigration Canada directement. Êtes-vous satisfaite des bénévoles, puis malgré le fait peut-être qu'il n'y en avait peut-être pas suffisamment le travail qu'ils ont fait? Les bénévoles ont été extraordinaires. Moi, je me suis promenée partout, de la sécurité, du médical, dans tous les secteurs. Puis je vous dirais, mon coup de cœur, c'est les gens qui étaient sur les coins de rue. Ils méritaient beaucoup d'étoiles, les jours de course qui étaient sur un coin de rue, je vous le dis. Bravo et chapeau à tous ces bénévoles-là. Puis pour finir, vous avez mentionné la possible arrivée d'un tour féminin l'an prochain. Ça serait la seule coupe féminine en Amérique. Nos travaux ont commencé, comme j'ai dit, il y a 2 ans. Puis là, on est dans les finalités. Nos dossiers ont été envoyés à l'Union cycliste internationale. La Fédération Québec cycliste nous ont épaulés là-dedans. Puis Cycling Canada aussi, Cycliste Canada, pardon. On attend seulement la confirmation officielle par écrit ou inscription au calendrier de l'UCI qui va arriver en octobre prochain. 18 athlètes de la région nageront 78 km sur la rivière Arikana entre Val-d'Or et Amos demain et mercredi. Et c'est dans le cadre de la 3e édition de la mission Arikana. L'événement vise à sensibiliser aux enjeux de la détresse psychologique. Et la Val-d'Orienne, Annie Gauthier, est d'ailleurs la nouvelle porte-parole de la mission. Dans une autre discipline, la pêche sportive est autorisée au lac Florentien, à 60 km de Val-d'Or, les 9, 10 et 11 août prochains. Et c'est aussi le cas dans les petits lacs environnant la municipalité de Val-d'Or. La limite de prise quotidienne pour les ombles et les truites est de 3 en tout. La météo, une présentation de Nicoloto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, la pluie va dominer dans les prochains jours. Oh que oui, là, il n'y aura pas tant d'activités extérieures puis de piscine. Fait que préparez-vous à entendre vos enfants dire « C'est plate, j'ai rien à faire ». Fait que préparez-vous à faire plein d'activités intérieures dans les prochains jours. Ce soir et cette nuit-là, en Abitibi, ça va être nuageux avec 60 % de probabilité d'averse accompagnée d'un minimum de 12. Pour le Témiscamingue, ça va être généralement nuageux aussi avec un petit peu de pluie au courant de la nuit et un minimum de 14. Demain, en Abitibi, ça va être nuageux avec 40 % de probabilité d'averse le matin et un maximum de 20. Et pour le Témiscamingue, ce sera nuageux, pas de pluie, mais avec un maximum de 21 qui va monter jusqu'à 25 avec l'humidex. Et un petit aperçu pour mercredi, partout dans la région, on va avoir des averses avec un maximum de 18. Les prochains jours vont être assez pluvieux, là, fait que ça va être le moment de faire une grosse batch de sauce à spag puis une grosse batch de pâte à viande aussi. Bonne idée, merci Justine. Merci d'avoir été avec nous ce soir. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et XTVA Abitibi-Témiscamingue. Si vous voulez aller voir ou revoir les reportages et les bulletins de nouvelles, sur ce, je souhaite de passer une belle soirée et on se retrouve au TVA de midi. À demain!